Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout simplement parler des erreurs PC à ne pas reproduire. Clairement, je vois tous les jours, que ce soit dans le cadre professionnel, dans la partie des réseaux sociaux, ou tout simplement dans les messages que vous m'envoyez sur Instagram, sur Twitter, etc. Trop d'erreurs, que ça soit dans l'aspect montage, dans l'aspect choix de composants, ou tout simplement dans l'aspect logiciel. Bref, dans cette vidéo, j'ai un petit peu tout condensé en thématique principale pour pouvoir vous les lister, mais surtout pouvoir vous donner les meilleurs tips pour ne pas faire ces erreurs-là et pour que vous puissiez avoir clairement votre configuration gamer qui soit faite aux petits oignons et avoir un usage qui soit sain de votre machine. Bref, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, donc si vous aimez ce type de vidéo où on parle un peu plus thématique informatique, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à activer la cloche de notification pour m'encourager à vous faire plus de contenu de ce type. Et puis on va tout simplement passer par la première erreur qui n'est tout simplement que le choix de vos composants. Eh bien oui, le choix de composants est généralement assimilé à beaucoup d'erreurs. Alors bien évidemment qu'on ne peut pas tout connaître. Pour ça, vous avez différents outils, notamment les différents configurateurs, etc. Vous avez aussi les différentes vidéos YouTube que les différents créateurs tech peuvent vous proposer, notamment avec des configurations à 1000 €, 1800, 1500, bref, à différents budgets en fonction des besoins. Ça déjà, ça peut vous aiguiller. Après, il faut bien comprendre qu'il faut au minimum connaître les composants et connaître leur compatibilité pour pas faire d'erreurs. Cependant, c'est pas ces erreurs-là que moi je vais vous montrer, c'est surtout plutôt les erreurs d'un point de vue budget et d'un point de vue homogénéité de votre configuration. Vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, penser qu'il faut uniquement avoir le plus gros processeur et la plus grosse carte graphique pour avoir une configuration qui soit saine. Ça, c'est une bêtise. Il faut avoir une configuration qui soit homogène, tant au niveau de la RAM, de la carte mère, de l'alimentation, du boîtier, du système de refroidissement. Chacun des composants sont cruciaux pour pouvoir faire fonctionner correctement votre configuration et surtout ne pas les limiter. Le bottleneck, et ça je l'entends trop souvent, il n'existe pas que entre le processeur et la carte graphique, il existe aussi entre la RAM et le processeur, entre le processeur et la carte mère, entre la carte graphique et la carte mère ou le stockage et la carte mère. Et au niveau de l'alimentation, il faut aussi y faire attention parce que ça vous permettra de pouvoir aussi sécuriser, et c'est un élément de sécurité vis-à-vis de votre configuration. Donc clairement, tous ces points-là, il faut vraiment y faire attention, il faut étudier la chose. On n'achète pas une configuration comme ça, sur un coup de génie, surtout quand on souhaite choisir nous-mêmes nos composants, surtout quand on veut monter soi-même son PC. Alors vous avez énormément de guides sur YouTube qui sont bien faits, vous avez aussi beaucoup d'articles sur internet qui vous le décomposent au niveau du montage si vous n'avez pas envie de faire pause et de revenir à chaque fois sur une vidéo, ça peut se comprendre. Clairement, il y a beaucoup de sources. Je vais vous en faire aussi une vidéo où justement je vous détaillerai le montage PC de A à Z, mais ça clairement il faut quand même y prendre compte et prendre son temps. Voilà, il faut vraiment prendre son temps, bien étudier la chose, ne pas hésiter à demander des conseils, ne pas hésiter à aller voir des professionnels comme des amateurs passionnés, parce que vous aurez justement différents points de vue et clairement c'est très dur, que ce soit entre les professionnels ou avec les amateurs aussi, de pouvoir avoir à chaque fois le même son de cloche. Donc je comprends très bien que ça peut vous perdre, mais au moins vous saurez aussi à quoi vous attendre et vous pouvez vérifier les dires des uns et des autres auprès des uns et des autres, et c'est là où ça va être important. Dans tous les cas, de toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée sur le choix des composants. On en reparlera la semaine prochaine, mais vous verrez que ça va être assez sympathique, que ça soit au niveau des outils ou que ça soit au niveau de la partie compatibilité pour pas faire d'erreur et être clair et net et précis sur les choix des composants que l'on veut. Bref, on vient de parler de la partie montage et on va attaquer à la deuxième erreur, et ce sont que des erreurs de montage. Les erreurs de montage, ce que l'on voit le plus souvent, c'est la visserie. On vous fournit pas des vis pour vous faire plaisir, c'est pas comme dans un meuble Ikea où il vous en reste une à la fin pour vous dire ah allez, celle-là on va chercher où elle va. Non, vous avez des vis en plus parce que justement, que ce soit dans un boîtier, dans une carte mère ou dans un système de refroidissement, on va généralement avoir un petit peu de vis en plus pour l'évolution, parce que les constructeurs savent que vous allez réutiliser et remonter ou démonter votre configuration plusieurs fois. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est quand même rare dans les systèmes de refroidissement d'avoir des vis sans supplément. Par contre, dans les boîtiers, au contraire, généralement on se retrouve toujours avec un sachet rempli de vis. Cependant, lisez les notices, c'est ultra important parce que vous avez des vis qui sont faites pour la carte mère, des vis qui sont faites pour les disques durs, des vis qui sont faites pour les alimentations ou pour les systèmes de refroidissement. Le fait de changer des vis, d'une, vous allez utiliser des vis qui sont pas adaptées, vous allez abîmer votre matériel, mais surtout vous risquez aussi de pouvoir créer en fonction de ce que c'est des court-circuits. Les vis de la carte mère, c'est pas en option, j'en vois trop souvent et clairement je vous le dis, aujourd'hui on a encore repris 2 machines en fait en atelier dans la boutique où je travaille. Les 2 machines, il y avait que 2 vis sur la carte mère. Fixez-les, c'est pas fait pour rien, ils ont pas fait des trous juste pour les faire jolies à ce moment-là et pour pouvoir en fait améliorer la qualité de vie du lobby de la visserie. Non, c'est fait pour une chose, c'est fait pour pouvoir maintenir votre carte mère, pour pouvoir supporter le poids des différents composants et surtout éviter qu'elle s'abîme. Parce que si vous ne vissez pas par exemple la première ligne d'en haut des vis de votre carte mère, que vous y mettez un gros venturade comme un Dark Rock Pro 5 ou en fait un Noctua, vous
vous allez vous retrouver avec la carte mère qui au fur et à mesure va pencher et va aller vers l'avant, va se tordre et va se casser à la fin, ou en tout cas va dysfonctionner ou va produire justement des erreurs. Et ben ça c'est ultra important, il faut y faire attention. Les cartes mères ça se tord au fur et à mesure des années, ça va se tordre au fur et à mesure de la force qui était appliquée dessus, et c'est pour ça que les visseries sont là. Au même titre qu'au niveau du cable management, le cable management est fait à l'arrière de boîtier. Le fait de pouvoir correctement mettre ces câbles à l'arrière, de bien les serrer, d'avoir différents chemins et de pouvoir justement avoir des flux qui soient séparés vous permettront d'une d'avoir des interventions plus rapides dans le cas où l'on est chez un professionnel ou que vous en faites, mais surtout de pouvoir maintenir les composants de façon sûre et de façon clean. C'est pas qu'une question finalement de flux d'air finalement dedans, mais c'est beaucoup plus une question de possibilité d'entretien après et de facilité d'entretien que vous allez pouvoir avoir dans le futur. Au niveau de la partie choix des composants et au niveau de la partie erreur de montage, on en voit beaucoup qui vont privilégier aussi de l'esthétisme à de la performance. Ça c'est un choix, c'est le vôtre, vous faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez avoir un minimum de performance mais avoir que du RGB, ou avoir des performances et avoir un peu moins de RGB ou pas du tout, c'est comme vous voulez, ça c'est votre choix et il est pas discutable en soi parce que c'est ce que vous avez souhaité. Cependant, ce qu'il faut quand même faire attention aussi, c'est à bien vérifier la compatibilité avec la partie RGB, etc. Donc ça va y mettre à chaque fois un petit grain de sable dans la configuration. Mais là où je veux en venir, c'est surtout dans la partie disposition de vos ventilateurs et de vos systèmes de refroidissement. On va quand même choisir des composants, donc des boîtiers avec des façades qui vont être beaucoup plus ouvertes pour pouvoir avoir justement un flux d'air qui soit plus important et donc un afflux d'air frais qui soit plus important et un système de refroidissement plus performant au final. Parce que si vous prenez un boîtier 100% fermé, du coup il y aura pas d'air et c'est pas évident. Mais le système et le placement de vos ventilateurs est important. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'airflow, je vous la remets dans le petit en haut à droite, elle date un petit peu, je vais la refaire en fait aussi directement, mais n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est ce qui vous permettra de pouvoir vraiment gérer correctement votre airflow et savoir où et comment positionner vos ventilateurs. Avant de passer à la troisième erreur, une des erreurs de montage aussi que l'on voit trop souvent, c'est le sens des ventirades. Un ventirad ne se met pas de façon parallèle à la cale graphique, ça se met parallèle au ventilateur d'extraction. Donc n'essayez pas à chaque fois de me dire oui parce qu'ils ont mis le nom comme ça, donc du coup ça doit être droit. Non, d'accord, non. Il n'y a pas réellement de côté esthétique à l'intérieur, donc ça il faut y faire attention. Votre ventirad, vous le mettez dans le sens de l'élection, dans le sens de pousser de votre ventilateur, et les ventilateurs ont un sens aussi. Vous pouvez le voir sur la tranche directement de ces derniers. Vous avez deux petites flèches qui vous indiquent le sens de rotation des pales et le sens d'extraction de l'air, et il faut regarder, ne mettez pas vos ventilateurs n'importe comment. Et dans la partie airflow, comme je vous le disais aussi dans la vidéo, on va généralement de l'avant à l'arrière avec une partie donc en extraction vers le dessus, notamment si vous avez des water cooling. Pour les parties et les boîtiers aquarium, on va le gérer différemment parce qu'on peut avoir un flux d'air inversé en fonction des configurations, mais clairement il faut vraiment penser à ce que vous ayez quand même plus d'air entrant que de l'air sortant finalement, et du coup bien penser au sens de ces ventilateurs et bien les vérifier. Maintenant on va passer à une troisième erreur qui est finalement un petit peu trop faite aujourd'hui, c'est tout simplement la configuration du BIOS. Configurer son BIOS, ça peut paraître un petit peu un jeu d'enfant pour certains, d'autres quelque chose d'insurmontable, mais finalement il n'y a pas énormément de choses à faire dedans. Vous allez avoir trois réelles choses à faire, dont une qui est un peu optionnelle, je vous l'avoue, d'accord. Mais la première chose, ça va être d'activer donc l'XMP ou les profils de RAM, soit le DOCCP ou autre en fonction de votre processeur, mais tout simplement de pouvoir débrider vos RAM. C'est simple, vous allez dans la première page de votre BIOS en fonction du BIOS de la carte mère. Une fois que vous êtes dessus, vous avez l'onglet RAM. Dans les zones qui sont faciles, il vous demande est-ce que vous souhaitez l'overclocker ou l'activer à ce moment-là et passer de 2600 à 3000 par exemple. Selon vos RAM, ce sont des 3000. Vous cliquez dessus et c'est terminé. Clairement, ça se gère en un clic. Il n'y a pas plus simple que ça. La deuxième option que je vais vous dire aussi à faire, c'est à régler votre courbe de ventilation. Il est toujours plus facile de maintenir au frais que de refroidir directement. Donc on va quand même faire sa courbe de ventilation. Tous les BIOS ont un système pour pouvoir gérer vos courbes de ventilation. Après, si vous avez des ventilateurs qui sont gérés par des commandeurs, par des contrôleurs, par des logiciels tierces, il faudra le refaire sur Windows. Mais au moins vous pouvez faire celle de base directement et surtout vérifier votre montage. Donc ça vous permettra de pouvoir le faire, et ça va être pour moi les deux points cruciaux qu'on va avoir à faire dans le BIOS qui sont généralement oubliés. Clairement, il faut y faire attention et qu'il faut juste faire un petit check avant de passer au système d'exploitation. Et d'ailleurs, on en vient à la quatrième erreur, c'est le choix du système d'exploitation.
Choisir le bon système d'exploitation, c'est pour certains une évidence. Vous allez juste dire, bah ouais, je prends Windows 11, bah ouais, je prends Windows 10, bah ouais, je prends un Linux avec telle distribution, un Ubuntu, un Mint, un Fedora ou n'importe quoi. Bah oui, je vais prendre en fait un Hackintosh à ce moment-là si j'ai une compte que j'ai montée, ou je vais partir directement chez Apple. Là, libre à vous. Vous pouvez faire des machines avec plusieurs boots qui vous permettent de pouvoir par exemple avoir un Windows 10, un Windows 11, un Mac et un Linux tout aligné, et à ce moment-là, et juste au démarrage, vous switchez sur lequel vous souhaitez aller travailler en fonction de vos besoins bien évidemment et de vos connaissances. Après, entre les Windows aujourd'hui, quand on voit le prix des licences, et là il n'y a pas de sponsor, il n'y en aura pas dans cette vidéo, mais quand on voit la partie prix des licences qu'on a à l'heure actuelle sur le marché, à moins de 20 €, vous retrouvez avec des licences de Windows 10 Pro ou de Windows 11 Pro, ben c'est pour moi un petit peu débile d'aller chercher sur du familial. Vous allez me dire, ouais mais c'est quoi la différence entre du pro, de l'éducation, de l'entreprise ou autre. Clairement le pro ça va être la version un petit peu la plus évoluée qu'on va pouvoir retrouver de Windows, mais c'est celle qui obtient toutes les features, donc c'est ce qui permettra d'avoir la version finalement un peu illimitée et débloquée. Voyez-le comme si c'était un jeu et que quand vous l'achetiez, vous aviez tous les packs de DLC avec. Bah autant vous dire que c'est ça la version Windows Pro ou Windows 10 Pro, c'est une version avec tous les DLC intégrés. Une Windows familiale, bah c'est juste la version de base. Voilà, autant vous dire que c'est ça grosso modo. Donc clairement pour moi dans le choix de système d'exploitation, et si vous voulez qu'on en fasse une vidéo et que je vous montre les différences entre Windows 11 Pro, Windows 11 familial et voir du coup des connaissances par exemple sur les différentes distributions Linux et qu'on attaque peut-être aussi du Hackintosh, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, ça peut être intéressant à ce moment-là de pouvoir faire une série, carrément une vidéo dédiée dessus ou un live. Voilà, j'en dis ça, je dis rien. Et maintenant on va passer à la 5e erreur et il s'agit tout simplement des mises à jour et des drivers. Les drivers, qu'est-ce que c'est? Ceux qui sont néophytes et qui connaissent pas et qui vous disent c'est un gros mot si on peut dire ça. Non, le driver c'est ce qui permet de faire communiquer le système d'exploitation que vous avez choisi, donc par exemple Windows ou autre, avec le matériel et donc de le rendre exploitable à 100% par le système d'exploitation et donc de pouvoir vous permettre de pouvoir utiliser à 100% votre matériel. Alors à 100%, des fois c'est pas le cas, des fois ça l'est, ça va dépendre du matos et des composants en eux-mêmes, mais globalement aujourd'hui on a très peu de limitations hors Macintosh et hors Linux, parce que là sur ces systèmes d'exploitation on aura généralement des limitations en fonction en composants. Il faut vraiment regarder en fonction de ce que c'est et de quelles sont les compatibilités dessus si vous souhaitez partir sur ces systèmes là. Là je parle du principe où on est que sur du Windows. Si on reste du coup sur du Windows, l'effet de faire des mises à jour, vous pouvez très bien trouver les drivers avec les mises à jour directement sur la partie Windows Update. En soi c'est bien, cependant du coup ça sont pas les drivers qui sont ultra précis, il y en a certains qui vont être les drivers de base et de compatibilité. La meilleure chose à faire, et je vous le dis tout de suite, c'est d'aller sur le site du constructeur de votre carte mère et sur la version de votre carte graphique, de télécharger tous les drivers un à un manuellement, d'extraire les archives et d'installer un à un du coup vos drivers. Et si vous demande de redémarrer, vous redémarrez la machine et vous le faites. C'est bête à dire, ça prend du temps, mais au moins vous avez une chose qui est faite aux petits oignons. Pareil, la mise à jour de votre BIOS, vous pouvez la faire à ce moment-là, ça plus ou moins compliqué en fonction des cartes mères, mais les drivers ça se fait, et ça vous mettez une rappel tous les trimestres, vous allez vérifier que vous n'ayez pas un nouveau driver qui permettra par exemple de dupliquer finalement la performance de votre matériel alors que vous êtes sur la première génération. Et ça vaut pour le processeur, pour la RAM, pour l'audio, ou même en fait directement et surtout pour les cartes graphiques. Les cartes graphiques sont très souvent mises à jour, et au fur et à mesure des mois et des années, vous allez soit perdre des performances parce que vous n'avez pas fait les mises à jour, soit en perdre parce que du coup il y a peut-être une obsolescence programmée qui a été créée dedans, ça du coup on n'en sait rien, soit tout simplement en gagner parce que justement les mises à jour sont là pour pouvoir permettre de résoudre des bugs, de pouvoir aussi adapter en fait à certains jeux, ou de résoudre des bugs en jeu, ou de gagner des performances en fonction des jeux. Donc c'est ultra important. Et n'allez pas me chercher à faire un driver boost, allez me chercher du coup un driver tool utilities ou un de ce style là. Tous les logiciels de ce truc là ce sont des merdes, je vous le dis tout de suite. N'installez pas ça, faites-vous souffrance entre guillemets, et vous allez juste faire une recherche sur Google, sur votre carte mère, et vous les téléchargez un à un et vous les exploitez un à un. Si c'est la même version que vous aviez en fait anciennement, et ben vous installez pas parce qu'elle n'a pas évolué, vous installez bien évidemment que ceux qui ont évolué, mais ne cherchez pas à essayer de simplifier la vie en disant bah tiens je télécharge ça et ça met mes drivers à jour. Non, clairement non, c'est la merde tout de suite, et je vais être vraiment très franc en fait avec ça et très sec, ça ne sert strictement à rien et c'est généralement plus source de problèmes et de problèmes d'incompatibilité, de stabilité de vos systèmes plutôt qu'autre chose, en plus de vous bouffer finalement des performances. Et quand c'est gratuit généralement sur le logiciel, sur beaucoup de choses, c'est que c'est vous le produit. Il faut quand même faire attention à ça, à pas justement télécharger un logiciel qui va faire uniquement une seule chose, c'est récupérer vos données pour les revendre. Maintenant qu'on a fait le point sur la partie logicielle, on va regarder aussi la partie stockage. Bah oui, il faut quand même du coup avoir du stockage, et une erreur que je vois trop souvent, ce sont des personnes qui n'initialisent pas leur disque dur. Oui, vous venez de mettre un disque dur, un SSD, que ce soit un 2,5 pouces, un NVMe, un mSATA,
data ou en fait un HDD. Vous avez allumé, vous avez créé votre installation, vous êtes mis sur Windows, vous l'aviez vu en fait dans la partition, etc. au début de l'installation de Windows. Par contre, une fois dans la session, plus rien. Vous voyez pas votre disque secondaire, vous êtes là en mode, bah pourquoi il est où, il est rien. Et ben ça c'est tout bête. Faut simplement faire un clic droit sur ce PC quand vous êtes dans votre explorateur de documents, cliquez sur gérer, gestion de votre stockage, et là après du coup vous allez pouvoir retomber à ce moment-là sur la fenêtre de gestion des différents stockages, et donc vous allez pouvoir initialiser et créer la partition d'usage de vos disques. Je le vois beaucoup et je l'entends beaucoup quand on a des personnes qui arrivent qui en fait viennent juste de monter leur PC. J'ai acheté du coup 3 SSD, j'ai mis mes 3 SSD, mais je vois que celui sur lequel j'ai que le C, les deux autres apparaissent pas. Vous pouvez me dire pourquoi ils sont morts? Non, ils sont juste pas morts, c'est juste que tu les as pas initialisés et qu'il faut le faire. C'est une erreur qui est ultra courante, je le dénigre un petit peu comme ça, mais il faut vraiment le faire, et ça peu de personnes finalement préviennent dessus. Donc n'hésitez pas à aller vérifier, n'hésitez pas avant quoi que ce soit de vous prendre la tête à démonter le disque, à le refaire, à refaire votre cable management, à enlever votre carte graphique parce que le SSD il est en dessous. Bref, vérifiez d'abord votre gestionnaire de l'ordinateur avec la partie stockage pour pouvoir initialiser vos disques s'ils n'apparaissent pas. Et s'ils apparaissent à ce moment à l'intérieur, vous les initialisez et vous serez tranquille. D'ailleurs, la prochaine erreur, c'est la gestion du stockage. Oui, en termes de stockage, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir aujourd'hui, j'allais dire, 3 grands types de stockage. Un qui se fait un peu oublier en fait directement, et 2 grands types. Les 2 grands types, on va être sur les SSD et les HDD. Celui qui se fait oublier, dont je disais, c'était des SSD, mais plutôt en taille 2,5 pouces plutôt que sur des NVMe que l'on va avoir plutôt aujourd'hui, donc au format M.2, parce que à l'heure actuelle, les M.2 sont quand même finalement moins chers, plus performants, et ça reste quand même assez fiable aujourd'hui. Cependant, au niveau des données, vous n'allez pas utiliser un SSD, sauf dans le cas où vous faites de la photo, de la vidéo, etc. en fait dessus, que vous avez un besoin d'exploitation. Vous n'allez pas vous stocker vos photos et vos documents sur un SSD. Stockez-les sur un disque dur. Un disque dur, c'est plus facile à pouvoir récupérer dans le cas où il crache. Quand un SSD crache, généralement, vous avez tout perdu. Alors que sur un disque dur, vous pouvez toujours avoir des logiciels qui permettent de récupérer les données, et ça on le verra plus prochainement sur la chaîne, mais aussi de pouvoir en fait à ce moment-là, dans les cas les plus graves, aller en laboratoire ou en salle blanche pour récupérer toutes les datas. Donc vaut mieux, parce que ça permet d'avoir, j'allais dire un petit peu, une seconde chance avec un disque dur, alors que sur un SSD, vous ne l'avez pas. Stocké vos données importantes sur les disques durs, si vous en avez dans votre PC. Si vous en avez pas à ce moment-là, bah du coup vous en avez pas, et prenez pas en compte ce conseil. Mais physiquement, faudra quand même toujours prendre en compte que les SSD, ça sera beaucoup plus pour de l'applicatif du système, de l'installation de logiciels et de jeux, ou sur des fichiers applicatifs dans le cas où vous avez un besoin de rater en transfert de fichiers ou autre. Mais si c'est pour stocker des photos de famille que vous n'avez jamais regardées depuis quelques années, ça c'est sur un disque dur. Et là, on va aussi parler de la partie sauvegarde. Je vous ai fait une vidéo dernièrement. Il faut faire une sauvegarde. C'est une erreur qui est généralement presque jamais en fait appliquée, mais faites vos sauvegardes, c'est important. Je vous en ai fait une vidéo dédiée, donc je vous la remets aussi dans le petit en haut à droite. Je vais pas en parler plus, mais c'est ultra important et ça permettra réellement de sauver les miches dans le cas où vous avez un souci. Maintenant, on va parler de la 8e erreur. La 8e erreur, c'est de ne pas avoir de point de référence. Alors, qu'est-ce qu'un point de référence? Un point de référence, c'est tout simple, c'est le fait de pouvoir bencher au premier jour où vous avez fait votre configuration, une fois tous les drivers installés, votre machine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bencher? Ben, c'est simple. Vous avez téléchargé un jeu, vous allez regarder dans telle qualité, telle définition, tel réglage, à combien vous avez de FPS et quelles sont vos températures. Le pourquoi du comment, c'est que quand au fur et à mesure des années, vous allez pouvoir voir une température qui va augmenter, vous allez pouvoir voir justement des FPS qui vont réduire au fur et à mesure des performances de votre machine. Les FPS vont réduire par différents facteurs, ça peut être logiciel directement, ça peut être aussi le côté entretien. Et c'est justement ce point de référence qui vous permettra de pouvoir effectuer un bon entretien et de pouvoir justement en fait à ce moment-là effectuer une maintenance de votre machine soit réelle. Donc si par exemple vous faites un point de référence en hiver qui fait 5 degrés dans la maison, j'exagère un petit peu, mais qui fait 5 degrés directement dans la maison, là c'est pas pertinent. Faut quand même le faire dans un cadre pertinent, c'est-à-dire avec une température aux alentours des 20 à 25 degrés. Et là au moins du coup vous faites tranquillement vos références, vous les notez sur un papier ou dans un fichier texte, peu importe où vous les notez, mais au moins ça vous permettra de pouvoir savoir si vous avez une dégradation de votre système ou non, ou si vous avez une dégradation de votre machine due à un manque d'entretien, et ça vous déclenchera peut-être à ce moment-là le réflexe de faire votre entretien, car ça c'est la 9e erreur, c'est tout simplement le manque d'entretien. Le manque d'entretien est ultra fréquent. Qu'est-ce que j'en ai? Mais alors si vous êtes fumeur par exemple, je vous le dis tout de suite, ne fumez
fumez pas à côté de votre machine. La fumée et le tabac viennent tout simplement mettre une petite couche grasse sur les pales des ventilateurs, dans les radiateurs, qui fait qu'en plus de la poussière, vous avez finalement une colle qui ajoute, et c'est ultra galère à enlever, c'est ultra énervant, et puis coup d'une ça pue et ça explose vos composants. Là, il faut vraiment en fait y penser, c'est vraiment un conseil que je vous dis. Si vous fumez en fait dessus, si vous êtes fumeur, évitez au maximum du coup de pouvoir fumer à côté de votre configuration, ou en tout cas ventiler au maximum, ou nettoyer souvent votre machine, car clairement vous allez voir que dans certains recoins, notamment les radiateurs, les ventilateurs ou les ventirades directement, que ça soit de votre carte graphique ou de votre processeur, vous allez voir qu'ils vont vite se boucher, un peu comme vos poumons si je peux dire ça, et à la fin vous allez perdre des performances, et là ça va être beaucoup plus dur à rattraper, parce que là malheureusement le nettoyage sera quand même beaucoup plus hasardeux, ça sera pas simplement avec une soufflette que vous allez pouvoir y arriver. C'est aussi pour ça que l'entretien pour moi est très important. Faites-le de manière fréquente, même si du coup il n'y en a pas réellement le besoin, vous essayez de prendre l'habitude. Soit si vous savez que vous avez des animaux qui perdent énormément leur poil en ce moment, bah vous dites bah là toutes les semaines j'y passe un petit coup de soufflette. Soit si vous vous dites en fait j'ai pas d'animaux, il y a rien, j'ai très peu de poussière chez moi, et ben faites-le une fois tous les mois, ou une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Mais au moins ça vous permet de pouvoir vraiment nettoyer. Et ça, le fait d'avoir aussi votre point de référence qu'on en a parlé juste avant, vous permettra de vous dire dans le cas où vous avez des températures qui vont augmenter et qui vont justement en fait varier, et que vous avez des performances qui vont baisser à ce moment-là, se dire tiens, un coup de nettoyage ça permettrait de gagner en refroidissement, et à ce moment-là de pouvoir à ce moment-là aller plus loin physiquement au niveau de votre machine. Donc ça c'était vraiment le petit point d'entretien. D'ailleurs je vous mets directement en lien dans la description un petit souffleur franchement qui est génial, c'est les CompuClean. Alors on les utilise vraiment et moi tous les jours, et franchement ça reste des bons. Donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là, c'est une soixantaine d'euros, mais au moins ça vous permet de souffler toute votre machine, et là d'être tranquille au niveau du nettoyage, ça fait vraiment le taf. Ça vous pouvez y aller à ce moment-là. Certains vont me dire aussi directement oui mais la pâte thermique tu la changes quand? Et ben ça c'est avec votre point de référence. Si vous voyez que vous avez pris 10 degrés sur votre processeur en termes de température, bah vous savez que possiblement il faudra changer votre pâte thermique. Si elle a 1 an et demi, 2 ans, voilà, faut la changer. Moi personnellement je la change tous les ans sur une machine principale, donc tu vas pas bouger. Sur des machines qui bougent beaucoup, bah dès que je fais les travaux dedans, généralement je change la pâte thermique, donc je suis pas une référence en fait sur ça, parce que bah j'en consomme beaucoup à l'année. Autant vous dire que j'ai des commandes sur Amazon de pâte thermique qui sont quand même assez élevées, mais en tout cas pour vous utilisateurs sur une seule et même machine, je vous dirais que au moins une fois par an très bien, une fois tous les 2 ans c'est le minimum, supérieur à 3 ans, là par contre faudra quand même en fait préoccuper que bah les pâtes thermiques elles ont aussi une durée de vie, ça sèche et ça perd en efficacité, et donc ça reperdra en fait en performance pour votre PC. La dernière erreur, et c'est pas l'une des moindres, et c'est là où en fait finalement personne je veux dire y pense réellement, et on se dit bah c'est un surcoût pour pas grand chose, mais ça peut largement vous sauver votre PC, et c'est tout simplement de protéger votre PC. Alors vous allez me dire oui tu vas nous parler d'un antivirus etc. Non pas du tout, pas d'un antivirus, et là je parle pas de la partie système parce que le meilleur antivirus ça reste la tête, mais c'est surtout là c'est beaucoup plus la partie électrique. Parce que vous ayez pris une alimentation de qualité ou une alimentation de mauvaise qualité, si vous avez la foudre qui tombe en fait chez vous, mais que vous n'avez pas de prise par à foudre, bah il y a une chance sur 2 que vos composants prennent un choc électrique. Alors peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième, mais la troisième ça vient à claquer. Le nombre de dégâts que l'on a, ou des fois c'est remonter alimentation carte mère et que c'est touché en fait la carte graphique ou la RAM, c'est fini. Et ça si vous avez pas l'assurance ou autre en fait dessus couvre cette partie-là, vous l'avez dans l'os et vous pouvez tout changer en fait derrière le PC, on pouvait dire ciao, il y a plus rien à faire derrière. Alors que une prise par à foudre, vous avez des prises par à foudre qui vont permettre de pouvoir avoir la sécurité, qui vont claquer à la place de votre PC finalement, ben c'est une vingtaine d'euros dans les premiers prix pour une prise avec 2 ou 3 ou 4 prises en fait par à foudre dedans. La solution un peu plus ultime finalement, et qui là vous permettra vraiment d'aller plus loin et carrément de pouvoir sécuriser votre système de la maison au complet, c'est l'onduleur. Par contre l'onduleur, pour des PC gamers de moyenne, on va se retrouver généralement à être sur du 100 à 200 euros minimum pour en fait avoir un onduleur. Ce que c'est qu'un onduleur, bah c'est tout simplement une grosse batterie sur laquelle vous avez des prises électriques, et quand il n'y a plus de jus et quand il y a courant, bah ça passe sur la batterie et ça continue à alimenter votre PC ou votre box internet ou votre télé ou votre frigo ou votre congèle. Grosso modo c'est ça, c'est une batterie alternative qui vous permettra de le faire. Par contre faut faire attention à une chose, c'est que l'onduleur lui fonctionne et est branché H24. Si pendant 2 ans ou 3 ans vous avez eu aucun orage, aucune sous-tension, surtension ou n'importe quoi en fait dessus, ben c'est possible qu'il vous demande et qu'il vous réclame à manger parce que les batteries intérieures elles sont mortes et qu'il faille les changer. Donc ça a aussi un coût, faut bien choisir son
son onduleur, en fonction des prix des batteries, en fonction des constructeurs, en fonction de sa modularité et surtout de savoir si vous avez la capacité de pouvoir le gérer logiciellement parlant. Parce que ça, par contre, il y en a certains qui le permettent et typiquement là au moins vous avez une super protection. Après, la protection de base au minimum, c'est d'avoir des parafoudres et ça, je vous le conseille à chaque fois. Je vous mettrai une liste directement donc en description de produits, que ce soit des prises parafoudres, des multiprises parafoudres ou 2 ou 3 onduleurs à ce moment-là, ou en tout cas des marques d'onduleurs que je vous préconise directement, parce que au moins là vous aurez un peu, j'allais dire, une certaine gamme d'efficacité et que vous serez protégé pour votre machine, parce que quand on vient y mettre 2000 €, bon, y rajouter 100 € dans le mois juste après ou en fait dans les 2 mois qui suivent juste pour le protéger, pour sécuriser ces 2000 € plutôt que de se retaper alimentation, carte mère, possiblement RAM et stockage à repayer. Je pense que vous avez compris le principe. Au moins du coup là vous sécurisez réellement du coup votre machine et vous vous embêtez pas. Bref, voilà, c'était un petit peu tout pour les différentes erreurs. J'ai essayé d'être le plus concis possible, le plus clair en fait aussi. Je vais pas non plus rentrer du ultra dans les détails techniques parce que je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire si pour vous il y a des erreurs que je n'ai pas citées, que vous avez peut-être vu du coup sur d'autres vidéos ou en fait que vous avez peut-être eu aussi vous dans votre cas. Si vous avez fait d'autres erreurs et qu'à ce moment-là vous souhaitez les partager, vous mettez tout ça directement en description. Vous pouvez directement aussi me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!